Lorsque vous êtes face à une curiosité, vous aimez tout comprendre et avoir des explications rationnelles. Pas de bol, puisque les histoires et objets dont je vais vous parler dans ce classement restent des mystères pour les historiens ou scientifiques qui les ont étudiés pendant des décennies. C'est parti pour le top 10 des découvertes historiques inexpliquées. Numéro 10, l'oiseau de Saqqara. En 1898, à Saqqara, une ville égyptienne proche du Caire, des archéologues français déterrent une tombe datant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Parmi les objets qui s'y trouvent, une petite figurine de bois de quelques centimètres représentant un oiseau, à côté de laquelle un papyrus contenait l'inscription « Je veux voler ». L'oiseau est alors conservé dans un musée du Caire pendant de nombreuses années, sans éveiller aucun intérêt, jusqu'en 1969 où le docteur Messia distingue une grande différence entre cet oiseau et les autres figurines qu'il a étudiées. Bien qu'on distingue un bec et des yeux, sa forme se rapproche plus de celle d'un avion que de celle d'un oiseau. Je sais pas, je comprends pas. Comment tu veux expliquer ça? Les ailes sont plates et leurs extrémités sont plus fines et tournées vers le bas. Encore plus étonnant, un gouvernail est taillé verticalement à l'arrière, alors que la queue des vrais oiseaux est normalement tournée dans l'autre sens. Des tests sont alors faits avec une reproduction de la maquette, et étonnamment, elle respecte les principes complexes d'aérodynamisme et de portance. Tu sais, on sait pas tout, hein. Et les hommes, ils savent pas tout, hein. On sait des trucs, mais on sait pas tout. Personne ne peut expliquer aujourd'hui avec certitude s'il s'agit d'un hasard ou d'une trace des connaissances égyptiennes en aviation, plus de 2000 ans avant la conception des premiers planeurs. Numéro 9, le manuscrit de Voynich. Voilà l'un des textes les plus mystérieux du monde d'après les nombreux cryptologues et linguistes qui l'ont étudié. Et si on l'a intitulé Voynich, du nom du libraire qu'il a découvert en 1912 dans une communauté de jésuites en Italie, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas de titre et qu'on ne sait pas de quoi il parle, l'intégralité du texte étant indéchiffrable. J'en trappe que dalle, traduisez-moi ça, bordel de merde. Alors, 234 pages écrites à la main, mais également dessinées, et les illustrations laissent penser qu'il s'agit d'un herbier ou d'un traité d'alchimie. Certaines d'entre elles sont parfaitement étonnantes, comme celle-ci, que certains interprètent comme une galaxie, alors que d'autres y voient plutôt une cellule. Dans les deux cas, cela suggérerait des connaissances plus modernes que celles de l'époque de sa rédaction, qu'on estime grâce à la datation au carbone 14 au début du XVe siècle. Quant à l'auteur, ou le groupe d'auteurs, il reste inconnu. Il n'est même pas impossible que le texte soit en réalité un canular élaboré. C'est pas ça, c'est que c'est n'importe quoi. C'est tout de même peu probable du point de vue de ceux qui l'ont étudié, tant la structure du texte semble cohérente, comme s'il était simplement codé. Reste à trouver la clé de ce code pour déchiffrer les mystères qu'il renferme. Numéro 8, la Marie Céleste. Le 5 décembre 1872, un cargo anglais croise un grand bateau à voile qui dérive dans l'Atlantique Nord, à mi-chemin entre les Açores et le Portugal. Le capitaine le reconnaît, il s'agit de la Marie Céleste, qui transporte des tonneaux d'alcool pur en provenance de l'Amérique, et dont il connaît parfaitement le capitaine Briggs. Mais celui-ci ne répondant à aucun signal, il décide de monter à bord avec ses hommes et constate que le bateau est désert. Y a-t-il quelqu'un de vivant? Bien que la cale soit inondée, il est en parfait état de naviguer, sa cargaison est intacte et il reste des vivres pour au moins 6 mois. Tout est examiné par les autorités judiciaires et d'après le journal de bord, le bateau dérivait depuis 2 semaines. Une attaque de pirates ou de voleurs est au début évoquée, mais un seul tonneau est abîmé et le reste de la marchandise est bien présent. On pense alors à une mutinerie, les membres de l'équipage auraient tué le capitaine et abandonné le navire, mais dans ce cas, pourquoi avoir laissé leurs affaires personnelles? Et surtout, comment seraient-ils partis? À moins qu'ils aient trop consommé d'alcool qu'ils transportaient avant de se perdre et de se suicider. Oh oui! Je crois qu'on s'est trompé de chemin! Nous sommes complètement perdus! Oui, là, on est perdu, ouais. L'histoire de la Marie Céleste fait alors le tour du monde et des mythes et légendes se développent. Certains disent même qu'une pieuvre géante l'aurait attaqué. Quoi qu'il en soit, son histoire est encore aujourd'hui inexpliquée et est devenue le plus célèbre exemple de bateau fantôme. Numéro 7, la pile de Bagdad. Parmi les plus grandes énigmes de l'Antiquité, cet objet pourrait démontrer que les peuples antiques réussissaient à créer de l'électricité. L'idée semble folle, pourtant des archéologues ont trouvé lors de fouilles près de Bagdad ce petit vase daté aux alentours du 3e siècle avant Jésus-Christ, fermé par un bouchon en bitume et contenant une tige en fer entourée d'un cylindre de cuivre. C'est en cherchant son utilité que Willem Lonig, le directeur du musée qu'il conservait, se rendit compte qu'il pouvait faire office de pile si on remplissait le tube avec une substance conductrice comme du vinaigre ou du jus de raisin. Mais à quoi cette pile d'1 volt seulement pouvait-elle bien servir à l'époque? Pour qui les piles? Monsieur. Bonjour monsieur, c'est pour vous les piles? Pourquoi vous voulez des piles, monsieur? Plusieurs hypothèses sont alors évoquées, elles pouvaient être utiles pour la médecine ou pour la religion, ou peut-être plus simplement pour dorer des bijoux anciens par électrolyse. À moins que ses capacités électriques n'aient même pas été remarquées par ses concepteurs. Mais dans ce cas, rien n'explique qu'elle soit composée de 2 métaux différents, indispensables à son bon fonctionnement. En tout cas, si ce vase a bien été utilisé pour produire un courant électrique, il devancerait de plus de 2000 ans l'invention de la pile par Volta.
Numéro 6, le disque de Phaistos. Lors de fouilles archéologiques des ruines du palais de Phaistos en Grèce, est découvert un curieux disque d'argile de 16 cm de diamètre et couvert sur ses deux faces de symboles inconnus. 45 hiéroglyphes différents sont comptabilisés, représentant des hommes, des animaux, des outils ou des plantes, regroupés et séparés par des lignes et disposés en spirale. Mais ceux-ci ne sont pas gravés à même le disque, mais plutôt imprimés à l'aide de tampons. Une particularité étonnante puisque le disque est daté au IIe siècle avant Jésus-Christ, alors que cette pratique d'imprimerie n'était pas encore inventée. Le but des archéologues est alors de découvrir l'origine du disque, pourquoi a-t-il été créé, et surtout qu'est-il inscrit dessus, une tâche extrêmement compliquée compte tenu de la faible quantité de texte et du caractère unique de ces symboles. L'a pas compris. Selon les interprétations, il pourrait s'agir d'une prière, ou d'un calendrier, ou encore d'un jeu, à moins que cela ne veuille rien dire du tout, c'est vrai, c'est peut-être juste du n'importe quoi. Pardon, grexologue, on comprend rien à ce que vous dites. C'est une nouvelle langue que je viens d'inventer, en fait. J'aimais bien l'ancienne, non? Plus pratique. Un peu plus innové. Quant à son origine, on évoque l'Égypte ou même l'Atlantide, mais il ne s'agit que d'hypothèses, rien n'ayant pu être prouvé autour de ce disque. Aujourd'hui, il est conservé au musée archéologique d'Héraklion en Grèce et reste une pièce unique au monde. Numéro 5, les sphères du Costa Rica. Dans les années 1930, les ouvriers d'une société de culture de bananes étaient en train de raser une partie de la jungle du Costa Rica lorsqu'ils tombèrent par hasard sur de grandes boules de roches magmatiques. Des sphères géantes mystérieuses, mesurant pour certaines plus de 2 mètres et pesant plus de 7 tonnes. Mais surtout très nombreuses puisqu'ils en comptèrent plus de 300 exemplaires. Aujourd'hui il en reste beaucoup moins puisque beaucoup d'entre elles ont été détruites par des engins de débroussaillage ou même à la dynamite puisqu'on pensait au départ qu'elles contenaient des trésors. D'après les différents examens scientifiques, il paraît évident que celles-ci ont été façonnées par l'homme, mais leur période de fabrication reste une première énigme. Eh oui, la datation au carbone 14 dont je vous ai déjà parlé, qui est une technique extrêmement pratique pour connaître l'âge d'un objet, ne fonctionne pas sur cette matière organique. On estime qu'elles auraient environ 2000 ans et qu'elles viendraient des cultures précolombiennes, mais aucun écrit n'a été retrouvé à leur sujet, on ne sait donc pas à quoi elles servaient. Autre curiosité, les sphères sont quasi parfaites, étonnant quand on connaît les outils rudimentaires de l'époque. Mais le plus surprenant reste leur origine, puisque la pierre utilisée se trouve naturellement à une centaine de kilomètres. Alors comment les ont-ils déplacés jusque-là ? Réfléchis. Putain, ça roule. Numéro 4, le mécanisme d'Anticythère. En 1900, un trésor datant du 1er siècle avant Jésus-Christ est découvert dans une épave au large de l'île d'Anticythère, en Grèce, à 60 mètres de fond, dans lesquelles des pièces, statues et autres merveilles sont remontées, rien de très exceptionnel jusque-là, vous allez me dire. Attendez une seconde! Je vois que vous ne vous intéressez qu'aux objets exceptionnellement rares. Mais parmi tout le reste sont retrouvés d'étranges fragments et engrenages de bronze semblant au départ ne présenter aucune valeur. Ce n'est que 2 ans plus tard que l'on se rendit compte que les 82 pièces retrouvées constituent un mécanisme complexe mais dont l'utilité était alors inconnue. Pendant des années, des scientifiques ont tenté de percer son mystère et c'est seulement dans les années 50, grâce aux rayons X, que l'on décela la présence d'axes et de cadrans gravés et que l'on imagina qu'il pouvait s'agir d'une machine à prédire les mouvements des astres. Mais les pièces étant trop détériorées pour pouvoir les assembler, il fallut attendre 2006 pour que l'on parvienne à reconstituer la machine en 3D et à affirmer avec certitude qu'elle calculait la position exacte de la Lune et du Soleil et qu'elle pouvait donc prédire les éclipses. Aujourd'hui, si son utilité a été découverte, son origine reste une énigme anachronique, on ne comprend toujours pas comment ce mécanisme a été fabriqué. Il est probable que son concepteur soit Archimède lui-même, mais rien n'explique de telles connaissances à cette époque, puisque les prochaines horloges astronomiques aussi avancées ne verront le jour que 1400 ans plus tard. Numéro 3, les géoglyphes de Nazca. Dans les années 1930, un pilote qui survolait les plaines immenses du désert de Nazca au Pérou découvrit par hasard de gigantesques lignes artificielles au sol. Environ 700 figures sont alors identifiées, certaines faisant plus de 200 mètres de long. Toutes dessinées d'un seul trait, sans croisement, et représentant des plantes ou des animaux, condors, singes, orques, araignées, et même un homme, à moins que cela ne représente un astronaute comme certains le pensent. Ces géoglyphes sont attribués au peuple de Nazca, une culture pré-incaïque entre les 4e et 7e siècles, mais ils ne sont plus là pour répondre à la question que tout le monde se pose. Pourquoi faites-vous tout ça? Pourquoi? On a évoqué un calendrier astronomique où chacune des lignes pointerait vers des étoiles ou des constellations, mais une thèse plus crédible explique qu'il s'agit d'un site rituel pour communiquer avec les dieux ou invoquer la pluie. Là encore, rien n'est prouvé à leur sujet. J'ai envie de lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais l'autre question qui n'a toujours pas trouvé de réponse, c'est de savoir comment ces lignes ont été tracées, puisque certaines traversent des collines ou des ravins sans que leur forme n'en soit altérée. De gigantesques entreprises que leurs créateurs n'ont même pas pu admirer, ces figures étant parfaitement invisibles depuis le sol, à moins qu'ils avaient justement un moyen inconnu de s'élever au ciel. Numéro 2, la carte de Piri Reis. Découverte en 1929 lors de la restauration d'un palais d'Istanbul, cette carte incomplète trace les côtes occidentales de l'Afrique et les côtes orientales de l'Amérique du Sud.
Dessinée sur une peau de gazelle, celle-ci est signée par l'amiral Piri Reis, un marin turc en 1513. Mais cette date intrigue très rapidement les archéologues modernes, puisqu'elle intègre un nombre très élevé de connaissances géographiques et scientifiques pour ce siècle. Déjà, les détails sont bien plus riches que sur les autres cartes de l'époque, et bien qu'on estime qu'il s'agit de copies de plusieurs autres cartes plus anciennes, celle-ci a la particularité d'être dessinée comme si la Terre était vue de l'espace. Autre élément remarquable, les distances entre les continents sont parfaitement respectées, alors qu'on ne savait pas calculer les longitudes avant le XVIIIe siècle, soit 200 ans plus tard. C'est pas possible. Mais si, c'est possible. Mais l'élément le plus troublant est la présence d'une côte reliant l'Afrique à l'Amérique, semblant appartenir à l'Antarctique, un continent alors inconnu puisque celui-ci ne sera pas découvert avant 1820. Mais ce n'est pas tout, ce continent est représenté sans glace, c'est-à-dire tel qu'il existait il y a des millions d'années. Tous ces éléments ont immédiatement fait penser les scientifiques à un canular, mais la datation en carbone 14 est là encore formelle, la carte est bien authentique. Enfin une preuve irréfutable. Et numéro 1, la ville de Nan Madol. Perdue au beau milieu de l'océan Pacifique, au large de l'île de Pohnpei, se trouve l'une des plus grandes énigmes de la technologie et de l'architecture ancienne, Nan Madol, une ville entièrement construite sur un récif corallien, composé de 250 millions de tonnes d'énormes blocs de basalte, ce qui représente quand même 50 fois le poids de la plus grande pyramide d'Égypte. La première interrogation de ceux qui ont découvert cette ville abandonnée au début du 19e siècle était de savoir comment les habitants de l'île pouvaient avoir déplacé autant de blocs de pierre, sachant que le basalte est l'une des roches les plus lourdes au monde. Surtout que certaines utilisées ici pèsent jusqu'à 50 tonnes et sont empilées pour former des murs allant jusqu'à 15 mètres de haut. Une question encore aujourd'hui sans réponse. J'ai rien compris. D'autant que les scientifiques qui l'étudient estiment que sa construction remonte au XIIe siècle, durant lequel la population de l'île était de 30 000 personnes maximum, ce qui est très peu compte tenu du travail accompli et des technologies de l'époque. Une légende de l'île dit que les pierres auraient été déplacées en volant comme par magie. Et comme si ces constructions n'étaient pas assez extraordinaires, la ville s'étale sur plus de 4 km² sur des dizaines d'îles artificielles. D'où proviennent les pierres? Pourquoi la ville a été abandonnée? Pourquoi des colonnes de pierre identiques ont été découvertes au fond de l'océan proche de la cité? Voilà autant d'autres mystères qui entourent la ville de Nan Madol. Et voilà, c'est tout pour ce top 10 des découvertes inexpliquées. Enfin, inexpliquées, et dans ma recherche sur chacun de ces points, je suis tombé sur des théories selon lesquelles tout ça est la preuve que l'homme a voyagé dans le temps, ou qu'il a acquis des connaissances par des extraterrestres, ou je sais pas quoi. Imagination. Personnellement, j'y crois pas du tout, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas rater tous les prochains classements. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez qu'avec ma femme on a eu une fille à Noël, donc j'en profite pour vous dire merci beaucoup pour tous vos messages de félicitations et d'encouragement. Je vous donne des nouvelles très bientôt et je continue à vous faire plein de top 10. Ciao. Thomas? C'est quoi ça? Oh! Encore une découverte inexpliquée!